Quand on décide de bâtir une infrastructure solide, la logique la plus basique, c'est de choisir un terrain stable. Ouais, c'est sûr. On coule des fondations profondes, on vérifie que les matériaux sont bons, et puis on espère, au pire, devoir affronter une grosse tempête de temps en temps, quoi. C'est l'approche classique de l'investissement depuis des décennies, ça. Exactement. Mais la réalité de ce printemps 2026, en fait, elle nous confronte à un tout autre défi. C'est comme si on devait construire cette même maison pile à l'intersection d'une zone sismique, d'un couloir d'ouragan et d'une plaine inondable. Ah oui, le fameux cocktail explosif. Ouais. Et avec ces trois menaces qui fonctionnent en même temps, de façon totalement imprévisible et continue. Dans ce genre d'environnement, franchement, la recherche de la performance pure, elle passe au second plan. L'urgence, c'est la résilience absolue. Survivre avant de grandir. C'est ça. Et c'est vraiment le cœur de notre analyse d'aujourd'hui, basée sur nos documents sources. On a une mission très claire aujourd'hui, comprendre la nature de ces secousses permanentes et surtout découvrir les 12 valeurs d'entreprise identifiées comme des refuges capables de résister au choc. 12 tracteurs blindés en quelque sorte. Voilà. Bon, décortiquons ça, parce que là, on ne parle pas des petits soubresauts économiques classiques auxquels la finance est habituée. On est dans une nouvelle ère depuis l'accélération des chocs mondiaux post-Covid. C'est clair, l'inflation, les cycles des banques centrales ou même les guerres commerciales, ce sont des variables qu'on connaît. Les marchés savent à peu près gérer ça, non? Oui, avec plus ou moins de succès, mais ils savent les modéliser. La vraie bascule, celle qui change tout aujourd'hui, c'est l'émergence de menaces complètement systémiques et surtout invisibles. Genre le risque cyber. Exactement. C'est l'illustration la plus terrifiante. On est passé d'un monde où un choc économique prenait des semaines à se propager, je sais pas, une mauvaise récolte ou un port bloqué, à un écosystème où l'hyperconnexion permet une contagion instantanée. Et il y a un exemple précis dans nos sources qui cristallise vraiment cette angoisse. C'est le projet Mythos. Ah oui, l'IA d'Anthropique. C'est ça. C'est un modèle d'intelligence artificielle spécialisé dans la traque de vulnérabilité. À la base, l'objectif est hyper noble. Cette IA, elle scanne les millions de lignes de code open source qui font tourner le monde pour y trouver des failles critiques. Mais le résultat est terrifiant. Bah oui, ça donne le vertige. Pour donner une image, c'est l'équivalent de concevoir un système d'alarme ultra sophistiqué pour une ville entière, tu vois. Mhm. On l'allume pour la première fois et le truc nous dit instantanément que toutes les serrures des banques, des hôpitaux et des réseaux électriques sont défectueuses depuis 10 ans. Ce qui est fascinant ici, c'est la mécanique de propagation. Si une IA comme Mythos détecte une faille dans un protocole cloud utilisé par, disons, 80% des serveurs mondiaux, la menace n'est pas isolée. Elle est partout au même temps. Voilà. Une exploitation malveillante, ça fait pas que pirater des données. Ça peut geler la logistique maritime, bloquer les banques, paralyser les usines à l'échelle planétaire en quelques millisecondes. C'est fou. Niveau d'interdépendance que les modèles financiers traditionnels n'arrivent pas encore à intégrer. Une petite faille logicielle devient instantanément un risque macroéconomique majeur. Et du coup, ça soulève une vraie question sur la rationalité des marchés. Parce que si l'économie repose sur une base numérique aussi fragile, la réaction normale serait de fuir, non ? En théorie, oui. La prudence voudrait que l'argent aille vers des trucs ultra sécurisés ou que les gens arrêtent d'investir massivement. Mais c'est tout l'inverse qui se passe. L'argent coule à flot. C'est le grand paradoxe actuel. Mais les algorithmes de trading, ils sont pas censés être froids et rationnels. Ils devraient pas stabiliser tout ça en valorisant le risque correctement. La théorie dit que les algos apportent de la liquidité et de la rationalité. Mais en réalité, leur conception même crée l'effet inverse. Comment ça ? En fait, la majorité des programmes de trading à haute fréquence, ils s'en fichent du risque macroéconomique à long terme. Eux, ils chassent le momentum, la dynamique de prix immédiate. D'accord, ils regardent juste la courbe des secondes précédentes. Exactement. Une mauvaise nouvelle tombe, un algorithme vend. Cette vente déclenche le seuil d'un autre algorithme qui vend à son tour et ça crée des poches de vide totales sur le marché. Et les prix s'effondrent artificiellement. Voilà, en quelques secondes. Mais, et c'est là le piège, dès que le prix atteint un certain plancher, d'autres algos, programmés pour détecter les anomalies de survente, se mettent à acheter massivement. Donc la volatilité, c'est pas un bug pour eux. C'est leur carburant. Ils se nourrissent de ça. Et alors la psychologie humaine là-dedans, elle vient se greffer de la pire des manières. Selon les sources, depuis le crash du Covid, il y a une philosophie qui s'est ancrée, le buy the dip. Le chat systématique à chaque baisse. C'est ça. C'est presque un réflexe pavlovien maintenant. Une faille cybermajeure est révélée, le marché perd 5%, et les gens regardent même pas l'impact sur l'économie réelle. Ils voient juste les soldes. Exactement.
C'est le FOMO, la peur de rater le rebond. Donc ils réinjectent du capital direct. On crée des montagnes russes perpétuelles où l'opportunisme aveugle remplace complètement l'analyse du risque. Et c'est ça qui renforce la dangerosité du système. En achetant frénétiquement pendant les baisses provoquées par des vrais risques, l'humain valide les modèles des algorithmes. Ah oui, la fameuse boucle de rétroaction infernale. C'est tout à fait ça. Le marché déconnecte sa valorisation de la réalité des risques sous-jacents, ce qui garantit au final que la prochaine secousse sera encore plus violente. Alors qu'est-ce que tout ça veut dire? Face à cette boucle infernale, on comprend mieux pourquoi les gérants cherchent des boucliers. Des vraies valeurs défensives. Ouais, il s'agit plus de chercher la boîte qui fera plus 50% à la prochaine reprise, il faut trouver celle qui va survivre au prochain gouffre sans scier. Le fameux tracteur blindé. Exactement. Pas une voiture de course, mais un tracteur, quelque chose qui encaisse. Et les sources nous donnent les 4 caractéristiques de l'ADN de ces entreprises. Oui, il y a des critères très stricts. Première caractéristique, une activité résiliente. 2, une grande visibilité sur les revenus. 3, une position dominante sur leur marché. Et 4, la capacité à maintenir leur marge. En gros, le point commun, c'est l'inélasticité de la demande. C'est-à-dire? Ça veut dire qu'il faut dissocier le cycle économique du besoin fondamental. Une vraie valeur refuge aujourd'hui, elle fournit un produit ou un service qui n'est pas discrétionnaire. Un truc dont on a absolument besoin, quoi qu'il arrive. Exactement. C'est vital au fonctionnement de ses propres clients. Ça donne une énorme visibilité, souvent avec des contrats sur plusieurs années. Et ça leur donne le pricing power. C'est indispensable. Si l'inflation explose ou qu'une chaîne d'approvisionnement bloque, l'entreprise doit pouvoir augmenter ses prix sans faire fuir ses clients. Et c'est ça qui rend l'exploration des 12 secteurs hyper intéressante, parce qu'on y trouve des monopoles ou des barrières à l'entrée insurmontables. Passons-les en revue. Allons-y. Dans l'énergie et les infrastructures, le texte cite Engie et Veolia, ce qui est logique vu les besoins en transition énergétique et en électricité. Mais parlons de l'industrie, avec Nexans. Ah, Nexans, c'est un cas d'école. À première vue, fabriquer du fil électrique, ça a l'air basique, non? Très exposé au prix du cuivre, facile à concurrencer. Sauf que le positionnement de Nexans, c'est pas juste le fil électrique de votre salon. La transition énergétique impose de construire des champs d'éoliennes offshore géants. En pleine mer. Oui. Et pour ramener cette électricité sur le continent, il faut des câbles sous-marins de très haute tension. Et ça, j'imagine que c'est pas donné à tout le monde d'en fabriquer. C'est de la haute technologie. Ces câbles doivent résister à la corrosion du sel, aux pressions sous-marines folles et transporter énormément d'énergie avec très peu de pertes. Et j'ai lu dans l'analyse qu'il faut aussi des navires spéciaux pour les installer. Des navires câbliers qui coûtent des centaines de millions d'euros. Donc les barrières à l'entrée sont colossales. Personne ne peut se lever un matin et dire « Tiens, je vais concurrencer Nexans ». Donc leur carnet de commandes est blindé pour des années. Protégés par la méga tendance de l'électrification, oui. Ok, je vois. Dans la santé, le document mentionne Bastide et Virbac. Là, c'est pareil, on aura toujours besoin de soins médicaux, c'est hyper peu cyclique. Même en temps de crise, on ne coupe pas le budget santé. Dans la consommation défensive, on a Ahold Delhaize. Pareil, c'est essentiel. Mais parlons des services aux entreprises avec Elis, le linge de maison professionnel. La location et l'entretien de linge, oui. Pour les hôtels, l'industrie, les hôpitaux, le mécanisme défensif d'Elis, il repose sur ce qu'on appelle les coûts de substitution. Changer de fournisseur, ça coûte trop cher. Exactement. Elis ne fait pas que laver des draps. Ils gèrent tout l'inventaire d'un hôpital. Parfois, ils mettent des puces RFID dans les textiles pour tracer chaque vêtement de bloc opératoire. Ah ouais? C'est ultra pointu en fait. Du coup, si un hôpital veut changer de prestataire pendant une crise pour économiser 3 centimes, la complexité logistique et le risque d'interruption sont tellement énormes qu'ils abandonnent l'idée. L'hôpital est un peu captif du service. Totalement captif, ce qui assure à Elis des revenus hyper prévisibles. D'accord. Mais attends, une seconde. Je comprends pour l'électricité, la santé, les draps d'hôpitaux, mais la liste inclut Airbus. Oui, l'aéronautique. L'aéronautique, c'est le secteur le plus procyclique du monde. Dès que l'économie tousse, les entreprises annulent les voyages d'affaires, les touristes restent chez eux. C'est vrai, les compagnies aériennes frôlent souvent la faillite au moindre choc. Alors, comment on peut qualifier un constructeur d'avion de valeur refuge ? Si l'on relie cela à une vue d'ensemble, l'apparente contradiction disparaît. Il faut regarder la structure temporelle de leur modèle. Le calendrier de production ? Voilà. Airbus ne vit pas sur le même fuseau horaire que ses clients. Le duopole mondial, qu'il forme avec Boeing surtout, avec les galères actuelles de Boeing, ça a mis Airbus dans une position de suprématie absolue. Ils ont le monopole de fait. Pratiquement. Actuellement, leur carnet de commandes, c'est presque 10 ans de production. 10 ans. Oui.
Donc si une compagnie aérienne passe une mauvaise année, elle peut pas juste annuler une commande pour un nouvel avion. Sinon, elle paie des pénalités. Des pénalités massives. Et surtout, elle perd sa place dans la file d'attente au profit d'un concurrent. Ce décalage temporel massif isole Airbus de la volatilité immédiate. Ok, vu comme ça, c'est là que ça devient vraiment intéressant, de voir comment chaque entreprise déploie un bouclier différent. On a aussi Klépierre dans la liste, pour l'immobilier commercial. Là, le bouclier est purement contractuel. L'immobilier, ça fait peur quand les taux montent pourtant. C'est vrai, mais les baux commerciaux des bons centres commerciaux en Europe sont mécaniquement indexés sur l'inflation. Si les prix montent, les loyers de Klépierre montent avec. Une couverture naturelle contre la perte de pouvoir d'achat. Il nous reste aussi KPN, l'opérateur télécom néerlandais. Eux, c'est l'infrastructure physique. Les tranchées pour la fibre optique, ça coûte tellement cher à creuser que ça crée un monopole naturel. Personne va creuser une deuxième tranchée à côté. Exactement. Et on a aussi Air Liquide. Les gaz industriels, l'oxygène pour les hôpitaux, l'azote pour les semi-conducteurs. Là encore, j'imagine, des contrats très longs. Des investissements initiaux massifs réalisés carrément sur le site du client. Le coût pour en sortir est prohibitif. Et le 12e, à l'autre bout du spectre, Pierre et Vacances. Le tourisme. Ça a l'air super vulnérable. Sauf si on applique la mécanique de substitution. C'est-à-dire, Quand l'inflation rogne le pouvoir d'achat ou qu'une crise fait peur pour les voyages lointains, la famille moyenne ne va pas annuler ses vacances. c'est psychologiquement impossible après un an de boulot. C'est ça. Par contre, elle annule le vol long courrier hors de prix et elle choisit une destination en voiture, avec une cuisine pour pas payer le resto tous les jours. Et Pierre et Vacances récupère cette demande-là. Parfaitement. Il capte la demande qui descend en gamme. C'est la résilience par substitution. Donc on a nos 12 valeurs, Ongi, Veolia, Nexans, Bastide, Virbac, Ahold Delhaize, Élise, Airbus, Klépierre, KPN, Air Liquide et Pierre et Vacances. Le compte est bon. Mais attention, la synthèse de ces profils amène à une précision vraiment vitale issue de l'analyse. Laquelle? La notion de refuge est strictement relative. Ce serait super dangereux de croire qu'investir là-dedans garantit de ne rien perdre face à n'importe quel choc. Ah oui, si la tempête parfaite arrive. Si on a un crash massif et une faille cyber globale, l'effet de panique des algorithmes qu'on a évoqué fera plonger tout le monde. Nexans, Air Liquide, tout le monde baissera. C'est le principe de l'eau du bain, quoi. Comment ça? Quand on vide la baignoire, les canards en plastique descendent avec le reste. Même les bons canards. Très belle image, c'est exactement ça. Les liquidations aveugles touchent tous les actifs. Mais la distinction fondamentale, elle est dans l'après-choc. Dans la récupération. Précisément. Une entreprise très endettée, sans barrière à l'entrée, elle risque la faillite pure et simple. Son cours peut ne jamais remonter. Parce que son business est mort. Voilà. Alors qu'une entreprise défensive, son cours de bourse va chuter, oui, mais ses câbles électriques seront toujours vitaux. Ses contrats d'hôpitaux seront toujours là. Ses loyers seront toujours indexés sur l'inflation. C'est ça. Sa capacité à générer du cash reste presque intacte. C'est cette faculté à plier sous la violence du marché, sans rompre, qui définit le vrai refuge. En fait, naviguer dans ce nouvel écosystème, ça veut dire faire le deuil de la tranquillité d'esprit absolue. Les secousses, elles sont inévitables maintenant. La volatilité, c'est le bruit de fond permanent. Exactement. Le but, c'est plus de construire un mur géant pour arrêter le tsunami, mais plutôt d'être sûr que le bateau dans lequel on est structurellement étanche. Choisir le bon navire. Voilà. Et les sources nous ont donné la cartographie de ces navires. Mais je repense à notre discussion sur les IA au début. Cela soulève une question importante. Effectivement, on est face à une contradiction systémique pour l'avenir. Laquelle? D'un côté, on a des IA ultra poussées, comme Mythos, capables de détecter des failles invisibles, et de l'autre, des algos de trading sans conscience macroéconomique qui vendent à la milliseconde. Ouais. Si le marché devient totalement automatisé, l'allocation du capital vers ces fameuses valeurs défensives sera gérée par des IA qui chercheront à protéger des portefeuilles contre des chocs créés par d'autres IA. C'est une boucle fermée entre machines, en fait. Une chambre d'écho algorithmique parfaite. Le paradoxe ultime, ce serait que dans ce système parfaitement froid, la seule véritable anomalie impossible à modéliser, Ce soit nous? ce soit la compulsion émotionnelle et irrationnelle de l'humain qui s'obstine à faire du buy the dip à chaque crise. La rationalité artificielle contre l'irrationalité organique. C'est fascinant. Si les machines finissent par calibrer parfaitement le risque et construisent des portefeuilles inébranlables. Le danger ne viendra plus d'une faille de code. Non. Il viendra peut-être de l'architecte lui-même. L'humain,
terrifié par le silence parfait de sa propre création, qui déciderait, juste sur un coup de tête émotionnel, de débrancher le système pour voir ce qui se passe.